Bienvenue dans la semaine de l'écho. En France, l'examen du projet de réforme des retraites patine à l'Assemblée nationale. Amendements, motions, suspension de séance, rappel au règlement. L'opposition cherche partout les moyens à faire barrage. Parallèlement, la conférence de financement est-elle menacée de boycott par les syndicats opposés au texte. Il tenait une 10e journée de manifestation ce jeudi. Le gouvernement va-t-il passer en force? Quel financement pour le nouveau système? On en parle avec mes invités. Maxime Sbailly, directeur général du think tank Génération Libre. Bonsoir. Benjamin Corria, professeur à Paris 13 et membre des économistes atterrés. Bonjour à vous. Bonjour. Et Jean-François Mbaye, député La République En Marche du Val-de-Marne. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce jeudi se tenait la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Après 2 mois et demi de contestation, les manifestants étaient moins nombreux, mais tout aussi déterminés. Écoutez. Les gens, même au niveau des retraites, se disent que ce gouvernement veut à tout prix faire passer les choses très rapidement parce qu'il est là que pour 5 ans. Et donc, il faut que les choses passent et que ça passe ou que ça casse. Il y a un roulement qui se fait, mais le mouvement persiste et on ira jusqu'au bout de notre détermination. On se rend bien compte qu'on a affaire à des gens, que ce soit le MEDEF ou le gouvernement, qui de toute façon ne comprennent que l'argent. Donc pour ça, il va falloir faire à nouveau la démonstration que quand les travailleurs arrêtent de travailler, il n'y a pas de richesse qui se crée. Et les amener à la table, faire en sorte que cette réforme le soit retirée. Le projet que nous vous présentons est un projet annoncé de longue date. Ce projet a la légitimité d'un programme présidentiel, il a la légitimité d'une concertation, il a la légitimité d'un rapport préparatoire conduit sous l'égide de Jean-Paul Delevoye. Nous tiendrons la tranchée aussi longtemps qu'il le faudra et jusqu'à la victoire. Jean-François Mbaye, face à la contestation de la rue, mais aussi au sein de l'hémicycle, est-ce que le gouvernement peut-il tenir son calendrier, celui d'un texte voté en première lecture le 6 mars prochain? Est-ce que le 49.3, le recours à cet article qui permet d'adopter le texte sans vote, est-il inéluctable? Non, je crois que, permettez-moi déjà de vous dire que pour moi, le 49.3 n'est pas la question aujourd'hui. Mais elle se pose. Même si c'est dans l'air du temps, moi, j'aimerais que le débat se fasse. Et que quand on voit ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale et votre reportage dans les toutes premières images l'a montré, c'est aujourd'hui 35 000 amendements qui nous restent encore à examiner. Ce sont pas moins de une vingtaine de suspensions de séance par séance. Ce sont plus de 400 amendements qui sont déposés, de sous-amendements, qui sont déposés sur des amendements qui parfois ne sont, et je le dis, ne sont pas des amendements de fond. Ils sont là juste pour changer soit la virgule, soit un mot. Je pense qu'il faut être lucide et il faut être assez réaliste de ce que nous vivons dans ce moment-là. Nous avons fait 3 semaines de commission spéciale où on n'a pas pu examiner ce texte. Nous arrivons en séance et nous continuons à avoir de l'obstruction. À un moment donné, je crois qu'il faut savoir agir en responsabilité et voir les choses en face. Benjamin Corria, je vous voyais réagir. Vous comprenez cette obstruction assumée par l'opposition? Oui, on peut considérer que c'est pas la meilleure des stratégies. Bon. Mais moi, je vais dire exactement ce que je pense. C'est anecdotique, cette obstruction. C'est anecdotique. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ose présenter à l'Assemblée nationale un texte qui pratiquement est invalidé par avance par le Conseil d'État. Je ne sais pas si vous avez lu les attendus du Conseil d'État. Jamais le Conseil d'État est très critique sur à la fois ne s'est exprimé de cette manière, ni sur le plan juridique, ni sur le plan du financement. Donc un texte dont on ne sait pas s'il va passer la rampe constitutionnellement. On ajoute à cela le fait que toute la dimension financement, elle est suspendue à une négociation en cours dont on ne sait pas si elle va aboutir. Et on rajoute à cela que sur tous les points essentiels de ce texte, il y a 29 amendements qui sont d'ores et déjà prévus. Alors, dans ces conditions qu'on dise non, on ne discute pas de ça, on rejette le texte et on prend le temps de faire une véritable réforme, me paraît vraiment une opération de salubrité démocratique. Je trouve absolument insensé que l'on ose aujourd'hui en France, en 2020, présenter à un Parlement élu, légitime, etc., un texte de cette nature. Il y a quand même eu un certain nombre d'avancées, notamment pour les veuves, pour les mères de famille, ou encore pour les personnes à cheval sur les dossiers. Tout ce que vous voulez. Le problème... Mais c'est pas que c'est pas suffisant. Ce texte est inconsistant. On ne sait pas quelle est la valeur du point. Il y a 29 amendements qui vont trancher sur toutes les choses importantes. Et le financement, il se fait ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est pas un problème de on a gagné ici ou là.
On l'entend, hein, l'étude d'impact, vous venez de le souligner, a été jugée lacunaire par le Conseil d'État, qui d'ailleurs a dénoncé un certain nombre d'ordonnances. Comment expliquer qu'après une si longue concertation, il y ait autant d'impréparation sur ce texte ? Non, moi, écoutez, je voudrais d'abord réagir au propos de monsieur, et je connais un petit peu les écrits et la pensée de monsieur qui nous explique d'ailleurs, et qui nous l'a très bien expliqué, que ce système actuel qui est imparfait, et vous l'avez reconnu dans des écrits publiés, vous avez aussi reconnu que ce système actuel, et c'est peut-être là notre point de divergence, qu'il ne fallait peut-être pas passer par un système à points pour corriger ce système qui est imparfait, ce système actuel qui est imparfait. Mais vous l'avez aussi rappelé, enfin vous l'avez aussi reconnu à demi-mot quand vous dites qu'il suffisait, par exemple, et je cite une de vos propositions, de passer par une convergence des régimes en prenant en compte la pénibilité. C'est aussi ce qu'essaye de faire ce texte-là. Mais pour autant qu'on en arrive, il aurait, je pense, fallu avoir moins d'amendements d'obstruction, moins d'amendements dérisoires, des amendements sur le fond, et permettre à ce que ce débat se fasse. Quant à l'étude d'impact, ce n'est pas la première fois que le Conseil d'État pointe du doigt des études d'impact qui seraient inabouties ou inachevées. C'est quelque chose d'assez classique. Et donc, là où je suis absolument pas d'accord avec vous, c'est à l'opposition et la majorité de construire les imperfections, en tout cas de gommer les imperfections de ce texte-là, dans un texte qui doit être présenté au Parlement. Maxime Zbaï, j'aimerais entendre l'entrepreneur que vous êtes. On a vu une mobilisation, notamment des avocats, de certaines professions indépendantes. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a sous-estimé la difficulté de passer d'un système à un autre ? Est-ce qu'il aurait fallu passer par étapes, par exemple ? En fait, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, ça fait 2 ans qu'il y a eu de concertation sur cette réforme-là. Enfin, quand j'entends dire dans la rue, non, ils veulent aller trop vite, ça fait 2 ans que ça discute. Jean-Paul Delevoye a fait le tour de France. Mais effectivement, il y a un certain nombre il y a eu une élection, on est en train de les découvrir. On ne les connaît pas encore. Alors, non, mais très sérieusement, on ne peut pas reprocher à cette réforme-là de ne pas avoir été expliquée et de ne pas avoir été... On ne peut pas reprocher ça, mais personne n'y comprend rien. Ça, Comment vous pouvez dire ça ? Après, sur le fait que ce soit illisible, moi je vous rejoins, c'est devenu illisible. L'idée initiale est très bonne, l'idée des points est très bonne, puisque le système de retraite qu'on a actuellement, on oublie de le dire, c'est une usine à gaz qui a 75 ans, qui n'est plus du tout adaptée au monde du travail actuel. Donc c'est tout à l'honneur du président de la République de vouloir remettre ça à plat. Ça, c'est une très bonne chose. Après, on s'est perdu effectivement dans les amendements, on s'est perdu dans une guerre de tranchées. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon parler de tranchées à l'Assemblée nationale, c'est pas fait pour ça l'Assemblée nationale, c'est pas une guerre de tranchées, c'est pas un show politique d'un texte de fond, qui est complet, qui a une signification, où on connaît la valeur du point. Donc du coup, l'idée à l'Assemblée, c'est quand même de pouvoir discuter de ça. C'est pas des vices procéduriers, c'est pas de demander des séances, des levées de séance à toutes les minutes. Et ça, en fait, on est en train de passer à côté de ce débat-là à l'Assemblée nationale. C'est dommage. J'ajoute que vous avez passé des images de la mobilisation de jeudi. Il y avait plus personne dans la rue. La mobilisation, il y a plus personne. Donc d'une part, il y avait les vacances et en même temps, effectivement, la mobilisation a coûté cher aux personnes qui étaient grévistes. Depuis plusieurs semaines, on voit qu'il n'y a plus personne dans la rue. À chaque fois, on est à la 10e journée, il y en a de moins en moins dans la rue. Donc, de dire finalement que le peuple... Il faut rappeler que c'est un mouvement qui dure depuis 2 mois et demi, qui a pu coûter cher pour les grévistes. Et en plus, effectivement, on est en pleine période. Mais non, mais tous les sondages disent que 65% des Français n'en veulent pas. Donc, je veux dire, il faut l'accepter. Le meilleur sondage, c'est l'élection présidentielle, monsieur. C'était dans un programme électoral. Non, l'élection présidentielle, c'était il y a 2 ans et demi, et c'était sur un engagement suivant lequel on ne toucherait pas à l'âge de la retraite. C'était ça, l'engagement présidentiel. Donc c'est un déni d'engagement présidentiel. Je suis désolé, l'engagement présidentiel va rester, puisqu'effectivement, l'âge de départ à la retraite sera de 62 ans. C'est ça, voilà, avec des bonus-malus. Voilà. Il sera de 62 ans. Alors, justement, il faut un âge équilibré. Non, mais justement, vous l'évoquez sur cet âge pivot qui a été rejeté par la CFDT. Ça, c'est la démagogie qui fait que la politique est aujourd'hui rejetée par 65% des Français. C'est le message que par 65% des Français. Je ne gouverne pas par sondage, et ces mêmes Français, vous dites qu'il y a 65% qui refusent cette réforme. Prenez en compte aussi les Français qui veulent qu'on réforme le système actuel, 30%. Qui est un système imparfait. 30%. Ce n'est pas 30%. Bon, on a bien compris que cette réforme divisait les Français. Il y a une question parallèlement au texte, qui est la conférence de financement du système des retraites, qui a débuté cette semaine également dans un climat tendu. Le but, c'est de trouver 12 milliards d'euros pour assurer l'équilibre du régime d'ici à 2027, ainsi que celui du futur système universel
la pointe. La CGT menace de claquer la porte et avance des propositions. Jean-François Mbaye, c'est plutôt mal engagé. Est-ce que le retour de l'âge pivot, qui donc cristallise en tout cas la colère de la CFDT, est-ce qu'il est inéluctable lui aussi? D'abord, sur la CGT... Donc c'est un âge qui veut dire qu'à 64 ans, on aurait le droit à une retraite pleine, et avant, si on partait avant, on aurait une décote. Avant de parler de l'âge équilibre, moi j'aimerais parler aujourd'hui c'est une question centrale. de la table. C'est une question centrale. Mais que la CGT claque la porte de la conférence de financement, ça n'étonne personne. Puisque au départ, ils ne voulaient même pas entendre parler de conférence de financement, puisqu'ils étaient, comme M. Lay en face de nous, contre cette réforme. Donc, ils sont opposés à la réforme, mais ils font des propositions. Ils veulent notamment augmenter les salaires, ils veulent notamment l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous semble aller dans le bon sens? Ce qui est intéressant dans ce que fait la CGT, c'est qu'en fait, cette conférence de financement elle est censée trouver 12 milliards d'euros pour combler un déficit, parce qu'aujourd'hui, le système de retraite est en déficit. Les propositions qu'elles font, les estimations montrent que ça va coûter 41 milliards d'euros. Donc on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on fait une conférence pour parler d'argent et d'équilibrer le système, et effectivement, la CGT fait des propositions qui coûtent très très cher et qui ne répondent pas du tout aux problèmes. Moi, je trouve très bien de la part du gouvernement d'avoir différencié le systémique, donc de dire on parle de la refonte du système, et d'avoir mis le côté du financement, de l'argent de l'autre côté. Le seul problème, c'est qu'en face, il y a effectivement certains syndicats où l'idéologie, finalement, là, se heurte à la réalité démographique et économique, puisqu'il faut rappeler qu'en France, on est un des rares pays... Benjamin Cariou, vous n'êtes pas du tout d'accord, je vous vois tiquer. Bien sûr, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, faire haro sur la CGT, c'est effectivement très commode, sauf que les syndicats qui sont pour le retrait, c'est-à-dire la CGT, plus FO, plus... Ils sont dans un combat politique, etc. Ils sont pas... Non, mais ça, c'est ce que vous déclarez. C'est ce que vous déclarez. Vous me laissez finir. Laissez finir, il reste très peu de temps. Ces syndicats, ils sont 54% des syndicats, et ceux qui sont éventuellement favorables sont 38%. 7% des syndiqués en France. Oui, d'accord, mais vous me parlez d'un syndicat, donc on parle du monde syndical. Bien, alors maintenant parlons de la conférence de financement. D'accord ? Bien, cette conférence de financement, c'est un joker qui a été sorti dans une connivence entre Philippe et la CFDT sur le thème « Très bien, on va essayer de trouver une solution ». Sauf que on est en train, et tout le monde l'a bien compris, d'ailleurs on va voir comment elle va finir, hein, la conférence de financement. On les a mis dans un corner en disant... Débrouillez-vous, trouvez une solution. Oui, et sauf que il faut pas aller dans les réserves, sauf qu'il faut pas augmenter les cotisations, et sauf que voilà. Donc l'âge pivot. Et donc, en même temps, si on touchait. Et donc il faut faire l'âge pivot. Et donc il faut faire l'âge pivot. C'est ce que malheureusement on n'a plus le temps. Même ceux qui étaient favorables à cette conférence sont en train de découvrir ça. Et je prends date, on va voir comment elle va finir. Eh bien, nous prenons date. C'est la fin de cette première partie. On voit bien que ce débat divise également sur ce plateau. Restez avec nous, la deuxième partie dans quelques instants.